Bien, alors nous allons commencer. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui faire une séance inaugurale pour ce séminaire en essayant de vous exposer dans un temps relativement limité l'horizon, disons, de ce qui est appelé ici linguistique analogique, parce que effectivement c'est une dénomination qui n'est pas forcément courante, explicite, etc. Et vous voyez que cette introduction se situe à l'intérieur du cadre général d'un séminaire de linguistique théorique. Alors je commencerai brièvement par justifier cet intitulé de linguistique théorique, parce qu'on peut, sous cet intitulé, entendre des choses au fond assez différentes les unes des autres. Je n'entends pas par linguistique théorique une sorte de branche de la linguistique qui s'occuperait d'examiner les théories linguistiques. Il ne s'agit pas d'examiner des théories. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à être méfiant à l'égard des constructions théoriques, à l'égard des grandes cathédrales théoriques. Souvent d'ailleurs, à l'échelle de l'histoire des idées linguistiques, on se rend compte que les détails des théories sont oubliés par rapport à certains principes généraux. Donc ce qu'il faut entendre ici par théorique, c'est théorique au sens d'un recul théorique par rapport à des pratiques. Autrement dit, on s'intéresse dans le cadre de la linguistique théorique à tous les domaines de la linguistique, à toutes les branches de la linguistique, qu'il s'agisse de la morphologie, de la syntaxe, de la sémantique, etc. Tous ces domaines de la linguistique sont pris en considération. Les domaines annexes également, du type la neurolinguistique, la psycholinguistique, l'étude linguistique des textes littéraires, etc., etc. Donc vous voyez que c'est simplement l'idée de théorique ici, c'est l'idée d'avoir une sorte de recul critique, un recul qui prenne en considération les apports de toutes sortes d'aspects d'études portant sur le langage. Au fond, il y a une certaine conception, vous savez, restreinte de la linguistique, issue d'une compréhension peut-être un peu douteuse d'ailleurs de l'idée saussurienne, selon laquelle le point de vue crée l'objet. Vous savez que dans le cours de linguistique générale, on a cette idée que le point de vue crée l'objet, et du coup l'objet de la linguistique c'est la langue, et tout ce qui n'est pas la langue ne fait pas partie de la linguistique. Bon, c'est une lecture évidemment très étroite de Saussure, qui est conditionné bien sûr par le cours de linguistique générale, qui n'est pas un texte de Saussure, vous le savez, mais on en reparlera. Simplement, je veux vous dire ici que la conception de la linguistique qui est sous-jacente à cette perspective de linguistique théorique, c'est une conception très ouverte de la linguistique. Pour moi, fait partie de la linguistique tout propos qui traite du langage sous quelque forme que ce soit. Le linguiste, c'est celui qui est spécialisé sur le langage, le spécialiste de la question du langage, quelle que soit sa forme au fond. Et à partir de là, qui, sinon le linguiste, va essayer de construire des généralisations à partir de ce qu'on fait dans les études sociolinguistiques, dans les études phonétiques, dans les études, pourquoi pas, de psychologie du langage, etc. etc. Donc c'est vraiment le travail du linguiste de faire cela. Et du coup, cette idée d'une linguistique théorique, c'est une idée de linguistique, disons, très ouverte, on peut le dire comme ça. Voilà. Alors maintenant, je voudrais essayer de vous expliquer pourquoi cette perspective de l'analogie a un intérêt. Quel est l'intérêt de la perspective analogique? Pourquoi travailler sur l'analogie? Je vous le dis puisque vous êtes nombreux, bien sûr, à rédiger un travail de recherche en linguistique. Il faut toujours se poser la question de savoir quel est l'intérêt de la question que je travaille. Pourquoi je fais cela? Est-ce que il y a des enjeux plus généraux de la question très particulière que je traite? Quels sont ces enjeux?
parce que c'est très facile en linguistique de compter des choses, de rassembler des choses, et bon, après tout, ça peut être pas plus intéressant que de compter le nombre de brins d'herbe qu'il y a dans la pelouse devant chez vous. Hein. La question est de savoir le travail qu'on fait, le travail de dépouillement, d'analyse, de comptage, etc., à quoi sert-il? Quel est son objectif? Dans quelle perspective plus générale il se situe? Donc, ce réquisite de s'interroger sur son propre questionnement, je le pratique moi-même en essayant de justifier pourquoi la question de l'analogie est intéressante en linguistique. Alors, évidemment, il faut partir d'une définition minimale de l'analogie qui va petit à petit, au cours de ce séminaire, être approfondie. Il y a deux façons principales de comprendre une formule comme X et Y sont analogues. Hein. L'analogie, pour simplifier, on va dire que c'est entre deux entités, quelles qu'elles soient. Hein. X et Y peuvent être n'importe quoi. X et Y sont analogues. On peut le comprendre au sens d'une similarité. Hein. X et Y sont analogues parce qu'ils ont des propriétés communes, donc je les vois comme analogues. Il y a là cette idée de propriété commune est celle qui fonde la notion de similarité. Donc il faudra évidemment raffiner un peu ce lien entre analogie et similarité. Là je le présente comme étant une espèce d'équivalence, mais ça peut être utile de faire une différence entre les deux, on verra ça plus tard. Donc par exemple, je prends cet exemple de Stahl, extrait du TLFI. L'idéalisme en philosophie a beaucoup d'analogies avec le mysticisme en religion. L'un place toute la réalité des choses de ce monde dans la pensée, l'autre toute la réalité des choses du ciel dans le sentiment. Vous voyez que la propriété commune est exprimée ici, hein, toute la réalité des choses de ce monde dans la pensée, toute la réalité des choses du ciel dans le sentiment, et c'est cette propriété commune qui justifie l'analogie entre idéalisme en philosophie et mysticisme en religion. Deuxième conception de l'analogie, deuxième façon de concevoir une analogie entre deux éléments. Cette deuxième façon suppose que les deux éléments X et Y soient analysés en parties. Hein, que X comprend plusieurs parties de lui-même, hein, qu'on décompose X en parties, et Y de même. Donc, j'écris petit x les parties de grand X et petit y les parties de grand Y. Donc, on va dire qu'il y a une analogie entre X et Y si certaines relations entre des parties de X sont identiques ou similaires à des relations entre des parties de Y. Donc là, c'est une analogie relationnelle qui s'exprime classiquement sous la forme A est à B ce que C est à D, ou ici, dans ma formulation, X est à X' ce que Y est à Y'. Exemple de Harvey, hein, le Harvey de la circulation sanguine. Le roi est à l'État ce que le cœur est à la vie humaine. Et donc il y a un rapport entre roi et État qui est le même qu'entre cœur et vie humaine. Autrement dit, sans le roi, il n'y a pas de vie dans l'État. Hein. C'est le cœur qui va... c'est le cœur qui produit la vie, qui insuffle la vie au corps, comme le roi insuffle la vie à l'État, etc. etc. Bon, on pourrait d'ailleurs faire la chose dans le sens inverse si on veut expliquer le cœur, mais peu importe. Donc, vous voyez qu'ici, la relation, elle est proportionnelle. Je dis la relation est proportionnelle. Dans les deux cas, il s'agit bien d'une relation. Que je considère qu'X et Y sont analogues parce qu'ils ont des propriétés communes ou parce que leurs parties ont des relations communes, dans les deux cas, j'établis une certaine relation entre deux éléments. Donc la pensée de l'analogie, c'est aussi fondamentalement une pensée de la relation. Bien. Classiquement, l'analogie au sens strict est réservée à la deuxième acception que j'ai donnée ici. Vous trouvez un certain nombre d'écrits dans
une tradition philosophique qui va jusqu'à la fin du XXe siècle, indiquant que faut distinguer clairement la similarité de l'analogie. La similarité, ce serait la première chose, hein, des propriétés communes, ça ne sert pas à grand-chose, c'est approximatif, c'est inutile, alors que l'analogie, c'est quelque chose de rigoureux, de scientifique, etc. C'est très précis. Hein. Et donc la vraie analogie serait uniquement l'analogie qui s'exprime sous forme de proportion. Là, je l'ai exprimé sous une forme langagière, hein. X est à X' ce que Y est à Y', mais vous savez qu'on peut, on pourrait l'exprimer X sur X' égale Y sur Y'. Hein. Donc c'est une proportion exactement comme la proportion numérique. Hein. C'est pas comme n'importe quelle proportion numérique, comme 25 sur 100 égale 1 sur 4. Hein. D'accord. Alors, dans le cadre de la linguistique analogique, il n'y a aucune prédominance d'un type d'analogie sur l'autre. Hein. C'est-à-dire que l'analogie binaire, ici, qu'on va appeler binaire, est considérée comme aussi importante que l'analogie explicitement proportionnelle. Il arrive que l'analogie binaire soit fondée sur une analogie proportionnelle qu'on ne perçoit pas, mais l'analogie binaire a son importance. Alors, une fois qu'on a défini l'analogie comme ça, donc vous voyez, il y a d'un côté la similarité et d'autre, enfin, il y a la similarité dans les deux cas. Hein, si on veut expliciter le concept d'analogie par un concept plus simple et peut-être plus commun, on peut dire que c'est une ressemblance, une similarité, et que cette similarité, elle est soit directe, une similarité entre deux éléments, soit elle est relationnelle, c'est-à-dire que ce sont deux éléments qui vont être en relation, enfin qui vont être considérés comme analogues, parce que les relations entre leurs parties sont identiques ou analogues. Bien. Alors, une fois qu'on a défini l'analogie de cette façon, on peut justifier de deux façons l'intérêt pour cette question. D'une part, il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que l'analogie est présente dans de très nombreux aspects de la vie humaine. Alors, j'en donne quelques-uns ici. Le droit, la philosophie, la théologie, les sciences, la psychologie, les études littéraires, l'histoire. Bon, j'illustre rapidement chacune de ces catégories, chacun de ces domaines. Dans le droit, bon, pourquoi l'analogie est importante dans le droit ? Parce que la loi ne peut pas codifier tous les cas particuliers. Donc, très souvent, ce qui va se discuter dans un procès, c'est l'analogie entre un cas particulier et le cas général qui est indiqué, si vous voulez, décrit dans la loi. Bon, donc il y a chez les théoriciens du droit toutes sortes de travaux sur la question de l'analogie. Pour cette raison, parce que bien sûr, il y a toujours une possibilité de discuter les similarités entre telle situation et tel cas général. Par exemple, je ne sais pas, imaginez un meurtre et qu'un avocat plaide la légitime défense. Bon, il y a une certaine définition de la légitime défense, je ne suis pas allé la chercher, hein, mais bon, on imagine que c'est assez simplement l'idée que vous vous défendez contre une attaque caractérisée. Bon, ça, si vous voulez, ce sont les propriétés de base. Et puis ensuite, on va décrire la situation telle qu'elle s'est produite. La question va être, est-ce que l'attaque était réelle ou pas? Donc on va regarder les propriétés de la situation et on va voir si elles entrent dans la catégorie définie précédemment. Bon, en philosophie, bien sûr, chez Platon, enfin bref, là c'est immense, le continent de l'analogie. Je passe en théologie, j'en dis un petit mot parce que c'est peut-être un peu moins connu. L'analogie joue un rôle très important à la fois dans la théologie chrétienne et dans la théologie musulmane. Dans la théologie, enfin dans l'islam, l'analogie, il y a des traités sur l'analogie pour gérer, alors c'est assez proche finalement de ce qui se passe dans le droit, pour, disons,
les interdits liés à la pratique de la religion. Hein. C'est-à-dire que s'il est écrit dans le Coran que le fidèle ne doit pas boire de vin, il n'y a rien dans le Coran sur le fait de savoir si le fidèle peut prendre du LSD ou de la cocaïne. Bon, on se doute pourquoi. Alors, les théologiens vont essayer de produire un raisonnement fondé sur l'analogie qui va montrer qu'il y a des propriétés communes entre le vin et les drogues, n'importe lesquelles, et que pour cette raison, même si ça n'est pas écrit explicitement dans le Coran, par analogie, l'interdiction s'applique également. Hein. La propriété commune, c'est facile à voir. Dans un cas comme celui-ci, ça va être quelque chose comme l'ivresse, hein, quelque chose qui produit l'ivresse. Bon. Évidemment, la chose est parfois difficile à contrôler, hein, parce que est-ce qu'il faut interdire absolument tout ce qui produit l'ivresse si vous êtes ivre de quelque chose qui n'est pas un produit, mais ivre, je sais quoi, de joie, d'amour, bon, est-ce interdit ou pas? Bien. Donc, il y a des écoles différentes, hein, certaines écoles autour du Coran qui refusent l'analogie, d'autres qui l'acceptent, etc. C'est assez compliqué aussi parce que dans certains cas on s'en sert, mais dans d'autres cas on l'interdit. Par exemple sur les questions de voile, si on applique le raisonnement analogique, on peut dire que le voile ça signifie simplement la pudeur et que n'importe quel vêtement qui manifeste la pudeur est équivalent, est analogue à ce qui est dit au sujet du voile. Hein. Mais évidemment que les théologiens les plus, les plus dogmatiques vont se servir de l'analogie pour étendre les interdits et ne pas s'en servir lorsqu'il y a une contrainte très forte dans le texte. Hein. Par exemple, ils vont se servir de l'analogie sur tout ce qui produit de l'ivresse, mais ils ne vont surtout pas s'en servir sur le voile parce que ça augmenterait la liberté des gens. Hein. Bon, c'est un exemple que je donne comme ça parce que, évidemment, il fait un peu partie de notre actualité, mais je résume très très grossièrement l'affaire, mais n'empêche qu'il est vrai que c'est un concept de la théologie de l'islam. Ensuite, dans la religion chrétienne, l'analogie joue un rôle extrêmement important depuis en particulier saint Thomas d'Aquin. Là, pour des raisons différentes, disons que, là aussi, pour simplifier assez grossièrement, le problème s'est posé de savoir ce que signifient des phrases comme Dieu est bon, Dieu est grand, etc. Alors, évidemment que ça ne peut pas vouloir dire que Dieu est bon comme l'homme est bon. Hein, c'est-à-dire que la bonté de Dieu, elle doit avoir quelque chose qui est foncièrement différent de la bonté de l'homme. Mais en même temps, si on crée un concept de bonté qui est valable uniquement pour le monde divin, sans aucune relation avec le monde humain, on a une sorte de contradiction liée au fait qu'il y a cette caractéristique du christianisme qui est que le Verbe se fait chair et qu'il y a un lien entre le monde divin et le monde humain via le Christ, etc. etc. Bon. Donc, la solution qui a été développée par saint Thomas, et ensuite il y a des milliers de pages de discussion autour de cette question, c'est de dire que la bonté de Dieu est analogue à la bonté humaine. Elle n'est ni identique, ni radicalement différente, mais elle est dans une relation d'analogie. Donc les attributs divins sont perçus comme étant dans une relation d'analogie avec certaines propriétés de l'être humain. Alors évidemment, ça maintient tout de même une sorte de séparation entre les deux mondes, mais il y a malgré tout une relation. Bon, il y a toutes sortes de réflexions autour, si vous voulez, de la question de l'univocité, de la plurivocité, héritée d'une certaine lecture d'Aristote, je passe. C'est aussi un sujet en soi de la théologie chrétienne extrêmement vaste. Hein. Dans les sciences, l'analogie joue un rôle partout où il y a une question de modélisation. Les modèles sont analogues par rapport à ce qu'ils modélisent.
hein. Ce sont des analogues de ce qui est modélisé. Donc d'une façon générale, l'analogie est sollicitée dans la pratique scientifique par la construction des modèles. Il y a aussi un type d'analogie qui est très important dans l'histoire des sciences, qui apparaît au XVIIe siècle, ce qu'on appelle l'analogie formelle, qui est tout simplement le moment où on découvre qu'une équation, elle peut s'appliquer à n'importe quel objet du monde. Hein. Une équation, je sais pas, comme l'équation de la gravité universelle, elle s'applique si c'est une brique qui tombe, une pomme ou n'importe quoi. Bon. Donc, il y a une analogie entre toutes ces situations, et l'analogie formelle, elle est fondée sur le fait que, donc, il y a des systèmes d'équations qui sont valables pour toutes sortes de réalités. En psychologie, je vais en parler dans un instant, ce qui a été travaillé depuis de longues années, c'est une réflexion sur l'analogie dans le cadre du raisonnement. Hein. On raisonne de différentes façons, par induction, par déduction, par analogie, et en général, depuis longtemps, dans les manuels de psychologie cognitive, vous avez toujours un chapitre sur le raisonnement par analogie, à l'intérieur des sous-chapitres sur le raisonnement. Dans les études littéraires, bon, une bonne partie des études littéraires vise à, sans qu'on le dise forcément explicitement, hein, à étudier des analogies entre des textes, hein, ce qu'on appelle l'intertextualité, ou des analogies stylistiques, des analogies textuelles, etc. Il y a évidemment, sans que ce soit forcément très très explicite, toute une recherche analogique dans les études littéraires. Le simple concept de genre littéraire est fondé sur l'idée qu'il y a une analogie entre différents types de textes qui du coup fonde la caractérisation de ces textes comme appartenant à un même genre. Je n'ai pas dit en psychologie, mais c'est évident, en psychanalyse. Hein, l'analogie en psychanalyse, c'est aussi un concept essentiel. Dans les études historiques, bien qu'il y ait une certaine méfiance à cet égard, les historiens très souvent font des analogies entre des périodes différentes en éclairant, en essayant, disons, pas de surdéterminer, mais tout au moins d'éclairer d'une manière critique le présent à la lumière du passé, par analogie avec certaines situations. Hein. Vous avez entendu parler sans doute d'un certain nombre de journalistes ou d'essayistes qui vont essayer de trouver une analogie entre notre situation actuelle et la période, je sais pas, de la crise de 29 ou à l'époque de la crise monétaire, là c'était plus il y a quelques années, mais bref, on peut toujours essayer d'éclairer notre présent à la lumière donc de faits passés, bien qu'il faille toujours être prudent avec ce genre de choses. Bon, on pourrait augmenter la liste. Hein, le concept d'analogie est explicitement présent dans tous ces domaines et dans d'autres. Et par ailleurs, autre argument important, l'analogie est un processus cognitif central chez l'être humain. Ça, c'est ce que je vais expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Mais vous voyez bien le lien entre ces deux observations. Hein. Si les processus analogiques sont des processus qui caractérisent fondamentalement la cognition humaine, ça n'est au fond pas très étonnant que dans les sociétés humaines, on ait solliciter le concept d'analogie pour éclairer la réalité dans toutes sortes de domaines. Donc la présence de l'analogie dans la vie humaine est liée, en fait, à sa présence dans la cognition humaine elle-même. Mais pour ce qui concerne le langage, eh bien, ce que je dirais simplement, c'est que si, d'une part, l'analogie est présente dans de nombreux secteurs de la vie humaine et que, par ailleurs, c'est un processus cognitif central chez l'homme, eh bien, il y a de très fortes chances pour qu'il y ait des contreparties analogiques dans les langues elles-mêmes, hein, donc des contreparties linguistiques de l'analogie. Alors,
la problématique de l'analogie en linguistique, ce que j'appelle la linguistique analogique, on peut la définir de cette façon-là, c'est le repérage, la description, l'analyse de l'ensemble des relations et processus analogiques dans les langues et dans le langage. Alors, je vais parcourir maintenant, en me limitant au cas du langage, les différents champs dans lesquels l'analogie peut intervenir. Alors, je vais d'abord vous présenter d'une manière un peu plus précise cette idée que l'analogie est un processus cognitif central, et ensuite on essaiera de voir dans le langage et dans les langues quels sont les éléments qui peuvent être mis en relation d'analogie. Parce que si on veut faire une analyse systématique des structures et processus analogiques dans les langues, il faut réfléchir à qu'est-ce qui va être analogue à quoi. Et là, on verra qu'il y a aussi un très grand nombre de possibilités. Il y a des analogies entre des mots, des analogies entre des signifiants et entre des signifiés, des analogies entre des morphèmes, des analogies entre des textes, des analogies entre des structures syntaxiques, etc. etc. Et puis, pour terminer, je vous exposerai aussi quelques-unes des... disons les 5 fonctions principales de l'analogie, tout moins celles que j'ai dégagées depuis un certain nombre d'années que je travaille sur cette question. On verra qu'il y a une des fonctions particulières dans le discours qui intervient dans l'argumentation par analogie. Et cette année, mais je vous le redirai tout à l'heure après cet exposé, lorsqu'on passera aux aspects concrets du séminaire, cette année j'aimerais qu'on travaille ensemble d'une manière un peu plus approfondie sur cette question de l'argumentation par analogie. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr m'interrompre pour poser des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis parti dans mon discours, mais n'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire. Alors, je commence donc avec l'analogie comme processus cognitif. Alors, je vous ai donné ici un extrait d'un projet qui est relativement récent, un projet qui s'est déroulé de 2006 à 2010, un projet européen, vous voyez, qui était intitulé l'espèce. Alors, en français, on est un peu gêné pour traduire le procès de faire une analogie. On ne peut pas faire, il n'y a pas de verbe analogiser, mais l'espèce qui fait des analogies, the analogy making species, c'est cette idée que l'être humain se caractérise en tant qu'être humain parce qu'il a une habileté très très particulière à produire des analogies. Alors, on peut lire ensemble ce passage. Donc la capacité à faire des analogies est au cœur de la cognition humaine et c'est un mécanisme fondamental qui permet aux humains de s'engager dans des processus mentaux complexes comme la pensée, la catégorisation, l'apprentissage et en général de comprendre le monde et d'agir sur lui à partir de son expérience passée, masculin et féminin. La capacité de voir une expérience nouvelle, un objet nouveau, une situation ou une action comme étant le même qu'une plus ancienne, le même ou la même qu'une plus ancienne, et ensuite d'agir d'une manière approximativement appropriée, et ensuite donc d'ajuster, d'affiner pour s'adapter à l'expérience nouvelle, est d'une manière indubitable une des capacités qui
caractérise les humains par rapport aux autres espèces animales. Donc vous voyez qu'ici, cette notion de similarité, elle est caractérisée comme une similarité entre une expérience mémorisée, ancienne, et une expérience nouvelle. Donc, l'idée générale qui est sous-jacente à ce travail, c'est bien sûr que si l'être humain a des capacités d'apprentissage qui le mènent à être capable de parler, de faire des livres, de construire des cathédrales et des monuments, de faire des œuvres d'art, etc., c'est parce que il est capable d'augmenter ses capacités par analogie. C'est-à-dire qu'une expérience nouvelle, il va réussir à l'intégrer par similarité avec une expérience ancienne, même si il y a des choses vraiment nouvelles dans l'expérience nouvelle. Il ne s'agit pas simplement de voir toute expérience nouvelle comme une expérience déjà connue. Ça d'ailleurs c'est une distinction assez subtile et très intéressante de voir l'aptitude, au fond l'aptitude à l'étonnement, l'aptitude à être capable de voir une situation nouvelle comme étant effectivement nouvelle et pas simplement comme étant exactement la même qu'une expérience déjà passée. Bien, donc cette aptitude à l'analogie, à établir des similarités entre les choses mémorisées, les expériences mémorisées et les expériences nouvelles, c'est une capacité qui permet d'apprendre des choses nouvelles. Bon, donc c'est pour cette raison que la chose est fondamentale. Alors, parmi les conclusions de ce rapport, on peut relever, je ne les ai pas toutes relevées ici, mais j'ai relevé celles qui m'ont paru le plus important. L'analogie n'est pas un mécanisme indépendant de la cognition humaine, c'est-à-dire vous n'avez pas dans votre cerveau un endroit qui gère l'analogie. C'est un phénomène émergent, donc il y a plusieurs mécanismes élémentaires qu'on appelle parfois les fonctions exécutives. C'est-à-dire pour être capable de bien faire des analogies, il faut avoir une bonne mémoire, il faut avoir des capacités de mémoire à court terme et aussi à long terme assez bonnes. Il faut être capable, donc ces capacités mémorielles, elles reposent sur le fait que pour pouvoir faire des analogies, il faut aller chercher en mémoire les bonnes sources pour l'analogie. On va parler tout à l'heure de la structure en source et cible de l'analogie, donc il y a vraiment des besoins de capacités mémorielles. Il faut aussi ce qu'on appelle parfois une flexibilité cognitive, c'est-à-dire une aptitude à modifier sa façon de percevoir les choses quand une analogie échoue ou est moyennement pertinente, etc., etc. Donc il faut une flexibilité cognitive. Il faut aussi des capacités inhibitrices. Quelqu'un qui fait de bonnes analogies est capable d'inhiber parfois des analogies de surface, et pour aller chercher des analogies plus profondes. L'exemple typique de cette distinction entre analogie de surface et analogie profonde, c'est l'expérience qu'on fait avec des enfants. Vous leur montrez des chaussures noires et des pneus, et vous leur demandez, trouvez un moyen de leur demander quelle est l'analogie entre les deux. Bon, les enfants les plus petits vont dire que l'analogie c'est que les pneus et les chaussures sont noirs, et puis les plus grands vont dire que les deux servent à se déplacer, que les pneus sont à la voiture ce que les chaussures sont à l'être humain. Donc il faut être capable d'inhiber des analogies de surface pour aller chercher parfois des analogies plus profondes. Bien. Donc l'aptitude à détecter, à produire des analogies repose sur un certain nombre de fonctions exécutives. La recherche actuelle en psychologie cognitive est beaucoup focalisée sur le rôle des différentes fonctions exécutives dans les capacités analogiques. Deuxième conclusion, les processus analogiques influencent fortement et d'une manière dynamique les processus perceptifs. C'est-à-dire que
selon vos capacités d'analogie, vous ne voyez pas le même monde. Bon, un exemple très simple, très élémentaire, que je donne souvent. Si vous avez des connaissances en botanique et que vous êtes capable de faire la différence entre toutes sortes de types d'arbres, etc., eh bien, vous ne vous promenez pas dans la même forêt que quelqu'un qui n'a pas du tout ces connaissances et qui voit tous les arbres comme étant des arbres, c'est tout, et pas des frênes, des hêtres, des ormes, etc., des chênes. Hein. Donc, en fait, les processus perceptifs, c'est-à-dire là où soit vos similarités sont fondées sur des choses extrêmement générales, soit sur des choses plus précises, cette capacité analogique, elle influence les processus perceptifs. L'analogie joue un rôle important dans la récupération des informations mémorisées, ça j'en ai déjà dit un petit mot. Les analogies transfèrent les émotions associées, de la source à la cible comme de la cible à la source. Ça c'est un point important. Lorsque vous faites une analogie avec quelque chose, eh bien, les émotions associées à la source ou à la cible se transfèrent. Bon, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Je reprendrai cette caractéristique dans un exemple que je vais vous donner tout à l'heure. Et enfin, dernière remarque, l'analogie peut fonctionner d'une manière automatique à un niveau inconscient. C'est-à-dire que faire des analogies, comme le disent certains chercheurs, vous en faites des milliers par jour sans vous en rendre compte. Hein. Votre cerveau, il fait toutes sortes d'analogies. Et parfois, vous le faites d'une manière très très consciente. Quand vous avez un problème à résoudre, vous trouvez une analogie et vous le trouvez d'une manière consciente. Hein. Vous cherchez. Donc il y a une sorte de continuum entre des analogies très automatiques, inconscientes, et puis des analogies qui sont beaucoup plus conscientes et contrôlées. Alors, le modèle de base de l'analogie, c'est celui qu'a développé une chercheuse en psychologie cognitive très célèbre, qui s'appelle Deirdre Gentner. Et c'est un modèle qu'on appelle la Structure Mapping Theory, qui, très très simplifié, repose sur le principe suivant. Vous avez un domaine de base, ou source, hein, et un domaine cible. Donc ça, le domaine de base, c'est les choses déjà connues, mémorisées, les expériences acquises, etc. Le domaine cible, c'est ce que vous voulez connaître. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle un mapping, donc c'est pas traduisible en français, hein, mais une sorte de mise en relation, hein, une mise en relation des deux domaines, le domaine de base et le domaine cible. Et cette mise en relation va permettre d'inférer des nouveaux aspects qui n'étaient pas forcément perceptibles au début. Alors, voici un exemple et une présentation un peu plus détaillée de ce modèle. Alors, le schéma est en bas ici, hein, donc vous voyez, vous avez toujours la base ou la source et puis la cible. Les ronds représentent des relations et les petits carrés des objets. Donc vous avez des objets ici, à chaque fois ils sont mis en relation, et vous avez même des relations entre les relations. D'accord ? Alors, vous avez une source qui a une certaine structure et vous pensez que c'est une bonne source pour une certaine cible. Donc il y a une similarité structurelle suffisante, donc il y a des projections, hein, des relations ou des objets. Donc c'est la première étape, si vous voulez, de l'analogie, ce qu'on appelle l'alignement de la source et de la cible. Donc on dégage une structure relationnelle commune et on établit des relations, hein, entre les deux. Alors, par exemple, si vous prenez cette analogie célèbre entre une pompe et le système cardiovasculaire, hein, enfin un système hydraulique avec une pompe et puis le système cardiovasculaire. Bon, vous avez un certain nombre d'éléments de la source et de la cible. Alors, le cœur, d'un côté la pompe, les artères, les tuyaux, le sang et le liquide.
D'accord? Donc là, les petits carrés, ce qu'on va mettre en relation, on va mettre du côté de la base, ici, la pompe, et du côté de target, la cible, le cœur. Les tuyaux, hein, on part du principe que l'élément connu, c'est le système hydraulique. D'accord? On sait comment marche une pompe. Okay? Donc c'est ça la base. Hein. Il y a dans la pompe, il y a dans ce système hydraulique une pompe, des tuyaux, un liquide. Donc 3 éléments qu'on trouve en relation ici. Hein. Le correspondant de la pompe, c'est le cœur, le correspondant des tuyaux, c'est les artères, et le correspondant du liquide, c'est le sang. Bien. Et il y a aussi les relations. Hein. Par exemple, la relation entre le cœur et le sang, la pompe et le liquide, elle est la même. D'accord? C'est-à-dire que le cœur fait circuler le sang comme la pompe fait circuler le liquide. La relation entre le sang et les artères, le liquide et les tuyaux, le liquide va dans les tuyaux comme le sang va dans les artères. Bien. Donc, il y a à la fois des relations entre les éléments et entre les relations entre les éléments. Donc là, ça fait un bon mapping entre le système hydraulique et le système cardiovasculaire. Ensuite, le principe, c'est qu'on essaie d'étendre au maximum cet alignement. Et ce principe de systématicité, il consiste à essayer de projeter le maximum de structure de la source sur la cible. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a des parties un peu grisées, hein, qui sont moins nettes, qui sont des parties qu'on ne voit pas dans la cible, hein, qui ne sont pas perceptibles, mais qui existent dans la source. Donc l'idée, c'est que sur la base des similarités déjà perçues entre la source et la cible, comme la source on la connaît bien, et on connaît des propriétés de cette source qu'on ne connaît pas dans la cible, eh bien on va se fonder sur les propriétés de cette source qu'on connaît bien pour se dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas la même chose dans la cible? Donc c'est ici ce qui est indiqué par l'expression candidate inference, c'est-à-dire une possibilité d'inférence, hein, parce qu'ici vous avez une certaine structure, là, une relation entre ces deux éléments, dans la source, dans la base, qui n'existe pas dans la cible, mais on se dit, tiens, et si elle existait? Bon, alors, par exemple, ici, on peut, dans une présentation pédagogique, si vous voulez expliquer à des enfants la notion de tension artérielle, de pression artérielle, de tension artérielle, vous partez du système de la pompe et du sang, bon là ils peuvent comprendre facilement, et ensuite, comme je peux facilement comprendre qu'il peut y avoir de la pression dans un système hydraulique, eh bien je transfère cette notion dans le système de la circulation du sang pour expliquer par exemple ce qu'est donc la pression artérielle ou la tension artérielle. Alors, ensuite, bien sûr, je peux aussi faire une abstraction. Hein. Donc, ce schéma ici, avec ces 3 étapes, que j'emprunte ici à une publication de 2012 de Gentner et Smith, il a toujours ces 3 étapes. Hein. Une étape d'alignement, une étape où il y a éventuellement des inférences possibles, et puis, on peut abstraire la structure commune, qui va être, au fond, c'est là où on va, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, faire le lien entre l'analogie et la catégorisation. Alors un autre exemple connu aussi, qui a été étudié par le même auteur, qui a été présenté, disons, comme un exemple pédagogique pour expliquer ce que c'est que l'analogie, c'est l'analogie entre la structure de l'atome et le système solaire. Alors on part de l'idée que ce qui est connu, c'est le système solaire. Et on veut se fonder sur la connaissance du système solaire pour expliquer ce qu'est la structure de l'atome. Donc, on a un certain nombre de propriétés communes, ici, entre... disons, on a un certain nombre de propriétés qui sont décrites là, entre le Soleil et les planètes, qu'on va retrouver entre le noyau et l'électron. Hein. Donc, bien sûr que le Soleil, dans la structure
du système solaire va être l'équivalent du noyau dans la structure de l'atome, l'électron va être l'équivalent de la planète qui tourne autour du Soleil. Alors, quelles sont les relations qu'il y a entre le Soleil et les planètes? Bon, il y a une relation d'attraction dans les deux sens, hein, vous voyez SO, ça veut dire sujet-objet, donc le Soleil attire la planète, et là, la planète attire le Soleil. More massive than, c'est-à-dire que le Soleil est plus massif que la planète. Ici, la planète tourne autour du Soleil et le Soleil est plus chaud que la planète. D'accord ? Et puis, il y a d'autres propriétés qui sont, si vous voulez, des attributs, c'est-à-dire là, ce ne sont pas des propriétés relationnelles entre le Soleil et les planètes, mais simplement des propriétés du Soleil. Il est jaune, bon, admettons, il est chaud, il est massif. Bien. Alors, déjà dans l'analogie, on va retenir uniquement, pour justifier cette analogie, les électrons sont au noyau, ce que les planètes sont au Soleil. On va retenir uniquement les traits relationnels, hein, donc on laisse tomber yellow, hot, massive. Bon, de toute façon, ce n'est pas adapté. Et on va retenir ici uniquement les propriétés qui sont les relations communes. C'est-à-dire qu'on va retenir les deux relations d'attraction entre l'électron et le noyau. On va retenir l'idée que le noyau est plus gros que l'électron. Et puis, on va retenir l'idée que l'électron tourne autour du noyau. Mais voyez que, par exemple, le fait que que le Soleil soit plus chaud que la planète, c'est une propriété qui ne va pas faire partie du mapping. Hein. Donc, ce schéma ici, enfin la comparaison de ces deux schémas, permet de justifier vraiment d'une manière, si vous voulez, très explicite, ce sur quoi repose une analogie de ce genre. Les électrons sont au noyau, ce que les planètes sont au Soleil. Donc vous retrouvez bien cette relation d'analogie entre des parties d'éléments, hein, ce que j'indiquais tout à l'heure, l'analogie entre x et y, avec x composé de x, x', et y composé de y, y', hein, ici, relation électron-noyau et relation planète-soleil. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, cette analogie qui est clairement proportionnelle est liée à une analogie binaire, hein, c'est-à-dire que l'atome est un peu comme un système solaire. Donc, il y a aussi une analogie, on peut exprimer cela plus simplement par une analogie binaire. Alors, quand on a dit que l'analogie en psychologie cognitive, c'était l'analogie de la théorie nommée Structure Mapping Theory, SMT. On a dit l'essentiel. Mais depuis un certain nombre d'années, les choses ont un peu évolué pour une raison que vous allez facilement comprendre. Je prends quelques exemples pour bien illustrer mon propos. Un article tout à fait récent et d'actualité qui est fondé sur une déclaration de Kirk Douglas. À près de 100 ans, Kirk Douglas a suffisamment vécu pour s'autoriser une analogie entre Donald Trump et Hitler. Bien. Alors, vous savez tous ce que c'est que le point Godwin, hein, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à parler de Hitler ou des nazis, ça veut dire qu'une discussion commence à perdre tout intérêt. Hein. Bien. Cela dit, ce que je veux vous montrer ici, c'est d'abord que, vous voyez, on utilise très spontanément l'analogie. Hein. Pourquoi on fait ça ? Tout à l'heure, je vous disais que les propriétés émotionnelles attachées à la source se transféraient à la cible. Bon, bah, il va de soi que les propriétés émotionnelles attachées à Hitler se transfèrent ici à la cible Donald Trump. Hein. J'ai trouvé d'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis ici, mais il y a un site entier consacré à la liste de toutes les analogies entre Donald Trump et Hitler qui ont été produites par des quantités de personnes, etc. Bon. Et puis les réponses également. Bon. C'est une analogie, d'accord, on pourrait dire qu'il y a des propriétés communes. Alors là, vous voyez, les propriétés communes, c'est l'idée que Hitler n'était pas pris au sérieux, mais il a fait du mal. C'est une façon gentillette de le dire. Hein. Donald Trump n'est pas pris au sérieux par un certain nombre de nos contemporains.
mais ça pourrait être la même chose. Vous voyez l'idée d'inférence, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que va faire Donald Trump s'il est élu. Mais on se fonde sur une analogie avec Hitler pour en tirer l'inférence qu'il fera la même chose ou quelque chose d'analogue à Hitler. Bien. Maintenant, Rodrigo Duterte. Vous savez, c'est le président philippin qui veut exterminer tous les drogués. Bon. Mais lui, carrément, il se revendique de Hitler. Hitler a massacré 3 millions de juifs. Bon, c'est pas tout à fait le bon chiffre, hein, mais peu importe, à la limite. Hitler a massacré 3 millions de juifs. Bon, il y a 3 millions de drogués aux Philippines, je serais heureux de les massacrer. Donc, voilà. Lui, il se fonde, mais il fonde son action sur une analogie avec Hitler en se... Enfin, là, c'est une menace, bien sûr. Hein, il se sert de l'image de la source pour produire une sorte d'effet de terreur auprès de la population. Mais vous voyez que ça n'est pas la même chose, c'est un autre Adolf Hitler, c'est pas Trump. Enfin, un dernier exemple, plus ancien, hein, à l'époque de la guerre avec l'ex-Yougoslavie, l'Allemagne réactive le spectre nazi, l'analogie Milosevic-Hitler sert à justifier les frappes. Donc c'était les Allemands qui avaient dit, bon ben voilà, Milosevic c'est comme Hitler. Alors qu'est-ce que vous constatez quand vous voyez des exemples de ce genre? Vous constatez que être un Hitler, au fond, c'est une sorte de catégorie générale. Le fait qu'on puisse faire des analogies entre Trump et Hitler, entre Duterte et Hitler, entre Milosevic et Hitler, ça nous amène à dire que toutes ces personnes sont des sortes de Hitler. Et l'idée vers laquelle je veux vous amener, c'est que, au fond, il y a un lien très fort entre analogie et catégorie, entre analogie et catégorisation. Alors, on traitait auparavant d'une manière assez séparée les problèmes relevant de la catégorisation et les problèmes relevant de l'analogie. Aujourd'hui, un certain nombre d'auteurs considèrent qu'il faut unifier les deux et considérer que la catégorisation relève des processus analogiques aussi bien que les processus qui relèvent de ce qui est décrit par Gentner dans la structure de mapping, hein, dans les processus de mapping. Alors, un des auteurs qui a le plus clairement défendu cette position, c'est Douglas Hofstetter, et également un auteur français dont je vais parler dans un instant, qui s'appelle Emmanuel Sander, qui est prof de psychologie cognitive à Paris 8 ici. Alors, il dit la chose suivante, le déclenchement de catégorie mentale par le déclenchement de catégorie mentale antérieure par une sorte d'input, enfin quel qu'il soit, sensoriel ou plus abstrait, est, j'insiste, un acte d'analogie, un acte relevant des processus analogiques, hein, act of analogy making. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un ensemble de stimuli qui est afférent active une ou plusieurs catégories, eh bien, il y a des sortes de glissements, hein, et parce que aucune instance d'une catégorie n'est précisément identique à une instance antérieure. Donc, je m'arrête un instant là-dessus parce que ça, c'est une chose extrêmement importante qui va être toujours très importante pour les questions d'analogie. L'analogie, c'est quelque chose d'approximatif, toujours. Hein. On n'est pas dans les catégories très bien délimitées. Quand il y a de l'analogie, de la similarité, on est toujours dans des problèmes de frontières, de cas limites, etc. Hein. Et le fait de dire, ce qui importe ici à Hofstetter, c'est de rapprocher la catégorie de quelque chose d'approximatif qui est lié à l'analogie. Donc les catégories sont des entités fluides, vraiment, par essence. Hein. Elles s'adaptent aux stimuli et essaient de s'aligner avec eux. Vous voyez, c'est ce processus de matching, je ne sais pas comment on peut dire, de mise en correspondance inexacte entre des catégories antérieures et des choses nouvelles qui sont perçues,
hein, eh bien, c'est l'analogie par excellence, que ces choses soient des objets physiques, ou etc. Donc vous voyez que ce qui est ici très important, en dehors du point central sur lequel je veux insister, qui est donc cette idée que la catégorisation soit vue comme un processus analogique, ce qui est ici extrêmement important, c'est cette idée de fluidité des processus analogiques, de caractère approximatif. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que là, c'est pas tellement la différence entre l'espèce humaine versus les espèces animales non humaines que je vise, mais c'est plutôt la différence entre les machines, les ordinateurs et l'être humain. Hein. C'est-à-dire que ces capacités à la similarité approximative, ce sont des capacités très spontanées de tout être humain, mais c'est quelque chose que les machines n'arrivent absolument pas à faire. Hein. Et pour cause, parce qu'elles ne fonctionnent jamais sur l'approximation. Ou alors on mime l'approximation par toutes sortes de choses, mais en tout cas, c'est un verrou technologique fondamental. Le jour où on arrivera à faire en sorte que les machines soient sensibles à la similarité ou à l'analogie dans ce sens-là, là, ce sera une nouvelle ère informatique. Hein. Mais on en est loin aujourd'hui, et ce point est absolument essentiel. Spontanément, nous passons notre temps à faire des liens entre toutes sortes de choses. Que ça serve à quelque chose ou à rien d'ailleurs. Vous pouvez très bien entendre une musique dans le bus ou dans un magasin que vous ne connaissez pas et vous dire pendant un millième de seconde « Ah tiens, ça me fait penser à tel... vous ne connaissez pas l'auteur, vous savez, mais ça vous fait penser à tel morceau de tel auteur, etc. » Et puis vous l'oubliez. D'accord ? Mais on a un rapport, si vous voulez, avec notre environnement physique, notre environnement sémiotique, etc., qui est un rapport fondé sur cette relation de similarité, avec donc les choses précédemment mémorisées. Alors, il y a 3 ans maintenant, Douglas Hofstetter et Emmanuel Sander ont publié en français et en anglais parallèlement un gros livre assez intéressant, grand public, hein, publié chez Odile Jacob, donc un livre assez accessible, touffu, bon, mais pas du tout un livre de spécialiste, enfin pas un livre pour spécialistes, c'est un livre de spécialistes, mais pour un public assez large. Donc si vous avez le temps, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce livre qui est très stimulant intellectuellement. Et voyez le titre, hein, l'analogie cœur de la pensée. C'est vraiment cette idée, il développe vraiment cette idée que la possibilité de la pensée humaine est fondée sur l'analogie. Une autre citation de Hofstetter qui indique donc que l'analogie est une chose centrale dans la cognition humaine. On pourrait penser que l'analogie ou les processus analogiques sont un cas particulier de raisonnement. Donc, dans cette phrase, dans cette catégorie dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, du raisonnement analogique et de la résolution de problèmes. Hein. Il fait allusion là au fait que traditionnellement, dans les manuels de psychologie, on mettait l'analogie dans la sous-rubrique de la résolution de problèmes. Bon, qui considère donc comme un cliché, un vieux cliché de la science cognitive. Et si on considère seulement l'analogie comme un type de raisonnement, on lui rend pas du tout un bon service. Après tout, le raisonnement et la résolution de problèmes sont reconnus depuis longtemps comme n'étant pas au cœur de la pensée humaine. Hein. Et si l'analogie n'était qu'un cas particulier, si vous voulez, de quelque chose qui est lui-même relativement périphérique par rapport à la cognition humaine, ce serait très très périphérique, très peu important. Et vous voyez ce qu'il dit, pour moi cependant, l'analogie n'est rien d'autre que une toute petite chose, hein, c'est-à-dire là il fait allusion à ce qu'il disait juste avant, ite bite blip. Alors, je ne le traduirai pas littéralement, mais
est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Que l'analogie soit juste un itty bitty blip in the blue sky of cognition. Ça veut dire quoi? Vous voyez pas du tout? Ouais, donnez-moi une petite. Négligeable. Oui, une chose négligeable, petite, etc. Bon, je reviendrai sur cette expression dans un instant. Donc, pour moi, dit Hofstetter, c'est pas du tout une toute petite chose dans le grand ciel de la cognition. Hein, vous voyez, là, il fait une analogie. Mais c'est le bleu qui remplit le ciel de la cognition. Hein. Analogy is everything, or very nearly so, in my view. Donc, l'analogie est presque tout. Donc, vous voyez, là, c'est une position un peu peut-être extrême, mais au moins, certains auteurs considèrent que, et c'était l'objectif de cette incursion dans le domaine de la psychologie cognitive, ici, c'est de vous montrer qu'il y a au moins certains auteurs qui considèrent que l'analogie est vraiment le processus cognitif central, fondamental, qui caractérise l'être humain. Bien. Alors, on a vu que l'analogie inclut la problématique du structure mapping, la question de la catégorisation, mais il y a encore autre chose qui nous intéresse beaucoup en linguistique, c'est toute la problématique de l'iconicité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'iconicité? Je vais vous l'exposer à partir d'une citation d'Olga Fischer, qui est une grande spécialiste de ces questions de l'Université d'Amsterdam. Elle dit la chose suivante. Donc, l'iconicité est une notion sémiotique qui renvoie à une ressemblance naturelle ou à une analogie. Hein, vous voyez qu'elle utilise le terme d'analogie. Donc, c'est une analogie entre la forme d'un signe, le signifiant, qu'il soit une lettre ou un son, un mot, une structure de mots, ou même une absence de signe, donc un signifiant, et un objet ou un concept, le signifié, auquel il réfère dans le monde, ou plutôt dans notre perception du monde. Donc, là, vous voyez que l'iconicité, c'est la relation entre une forme et une forme, donc ou un signifiant, et un contenu ou un concept, un objet ou un signifié. C'est ce genre de relation, d'analogie qu'il peut y avoir entre forme et sens. Alors, c'est une analogie qu'on peut appeler hétérogène, mais je reviendrai sur cette notion plus tard, qui est fondée donc sur une similarité, comme je l'ai dit, entre forme du signe et objet ou concept auquel réfère le signe. Et puis, elle distingue, comme on le fait classiquement à partir donc de l'auteur de référence, qui est Peirce, que je vais mentionner dans un instant. Elle distingue deux types de similarités. Donc, la similarité entre le signe et l'objet peut être due à des traits communs qui sont inhérents dans les deux, et donc, dans ce cas-là, quand on observe le signe iconique, on peut récupérer de l'information au sujet de l'objet. Hein. Alors, dans ce cas-là, on parle d'iconicité d'image. Par exemple, un portrait, une onomatopée, et le signe est appelé une image iconique, ou une icône imaginale, enfin bref, on peut traduire comme on veut. Donc vous voyez, un portrait, forcément, le portrait en tant que signe ressemble à la personne qui est peinte ou photographiée dans le portrait. Tout à l'heure, le itty bitty blip, hein, vous êtes parfaitement capable de deviner que c'est une toute petite chose, même si vous n'avez aucune idée de ce que veut dire itty, ni bitty, ni blip, tout simplement parce que le i, vous le percevez spontanément comme renvoyant à quelque chose de petit. Et le blip, il y a quelque chose d'un peu onomatopéique aussi. Donc ça, c'est l'iconicité d'image. Fondée sur des propriétés communes entre la forme du signe et l'objet du signe. C'est donc une analogie binaire, hein, une analogie entre deux éléments. Et puis il y a une autre forme d'analogie quand on a affaire à plusieurs signes. Quand on a plusieurs signes,
l'analogie peut être plus abstraite. On a affaire donc à une analogie diagrammatique qui est basée sur la relation entre des signes qui reflètent une relation similaire entre des objets ou des actions. Alors, l'exemple classique, c'est l'exemple de la phrase de César, Weni, Widi, Wiki. Bon, c'est tellement évident qu'on ne pense même pas à remarquer qu'il y a quelque chose de remarquable ici, mais l'ordre des mots, Weni, Widi, Wiki, est le même que l'ordre des actions. Bon, c'est pas obligatoire, hein. Mais, en revanche, si vous voulez, quand on regarde les langues du monde, il y a des langues dans lesquelles vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire en sorte que l'ordre des mots suive l'ordre des actions. Vous avez des langues où vous avez le choix entre la possibilité de ne pas avoir le même ordre, mais il n'y a aucune langue dans lesquelles vous n'avez pas cette possibilité de mettre les mots correspondant à des actions dans l'ordre des actions. C'est une possibilité qui... Sauf si elles sont simultanées. Oui. Oui, mais le cas de la simultanéité va être plus compliqué. Là, on parle, si vous voulez, de similarité entre une succession de mots et une succession d'événements. Alors, comment iconiquement refléter la simultanéité d'événements, c'est un autre problème à la limite. C'est pas très facile à résoudre, mais c'est un autre problème. Donc, c'est un deuxième type d'iconicité qu'on appelle diagrammatique, et c'est une analogie proportionnelle. Donc, à partir de ce genre d'analyse, vous voyez, là je vous donne un exemple de classement qui vient d'un des premiers volumes, je me demande même si ce n'est pas le premier volume, publié chez Benjamin. C'est une collection, il y a tous les 2 ans un colloque sur l'iconicité, un grand colloque international sur ce sujet, et on peut classer les phénomènes d'iconicité de cette façon-là, vous voyez, dans le détail, avec les métaphores cognitives, les iconicités structurales, diagrammatiques, d'images, etc., etc. Bon. Alors, dans les linguistiques contemporaines, donc, on peut dire que l'analogie est fondée sur le principe d'une similarité entre forme et contenu. Hein. L'iconicité est fondée sur le principe d'une similarité entre forme et contenu, donc on a bien affaire à une forme d'analogie, et puis qu'on a 2 grands types d'analogie. Une remarque, quand même, 2 remarques. Cette notion d'iconicité, elle est clairement, elle se démarque clairement du principe de l'arbitraire du signe saussurien. Vous voyez que le principe qu'on attribue à Saussure, qui ne l'est pas forcément, bon, je reviendrai peut-être un peu en détail sur ce point parce que c'est quand même important, cette idée qui est exprimée sous la forme du premier principe de la linguistique générale dans le cours de linguistique générale, que le signe est arbitraire, donc que le son n'a aucun lien avec la signification, ou que les signifiants n'ont aucun lien rationnel avec les signifiés, eh bien, toute la problématique de l'iconicité vise à dire le contraire. Donc, ça n'est pas que ça s'oppose, c'est que ça complète, si vous voulez. L'arbitraire, il existe, il y a des cas d'arbitraire, mais il y a aussi des tas de cas où il y a de l'analogie ou de l'iconicité. Et puis, je disais tout à l'heure, tous ces travaux, ces recherches sur l'iconicité dans la linguistique contemporaine sont issus des travaux du philosophe Charles Sanders Peirce, qui a développé une théorie du signe très élaborée, dans laquelle il y a ce concept d'iconicité qui joue un rôle fondamental. Alors tout ça nous conduit finalement à un 2e degré d'unification de la problématique de l'analogie. Vous voyez que j'intègre dans la question de l'analogie en linguistique à la fois les problèmes généraux du structure mapping, du mapping structurel si on veut, les questions de catégorisation, de conceptualisation, parce qu'au fond, pour l'instant, on peut considérer que c'est un peu équivalent. Un concept, c'est une sorte de catégorie mentale, et les phénomènes d'iconicité,
qu'il s'agisse d'iconicité diagrammatique ou d'iconicité d'image. Bon, j'ai donné ici deux références un peu rapidement, mais je ne vais pas les commenter. Esaïd Conen, qui est un grand linguiste, qui a fait un livre vraiment portant sur l'iconicité diagrammatique dans un sens assez vaste déjà, et puis l'iconicité d'image qui est travaillée par d'autres auteurs. Bien. Alors, je vois qu'il est déjà 6h20. Je pense que je vais laisser du temps aux questions. Et puis, quand on en aura terminé avec les questions, vous recevrez individuellement le temps qu'il faudra pour répondre aux questions que vous aurez sur vos préparations de mémoire, etc. Avant de vous laisser le temps pour les questions, quelques mots sur l'organisation donc de l'évaluation du séminaire. Donc, comme je vous le disais, je souhaite que ce semestre, au moins ce premier semestre, on mette l'accent sur la question de l'analogie dans l'argumentation. Pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que on va vivre en France une période avec beaucoup de discours politiques et il y aura sans doute beaucoup d'utilisation d'arguments par analogie. Bien. Alors, ça signifie que on va se servir de cela pour l'évaluation du séminaire et que je vous demanderai, pour ceux qui ne font pas un mémoire avec moi, parce que ceux-là, ils vont plutôt faire un travail lié directement à leur mémoire, mais pour ceux d'entre vous qui devaient valider ce séminaire et qui n'êtes pas inscrites dans un TER sous ma direction, je vous proposerai soit de faire un exposé sur un argument par analogie, une façon d'argumenter par analogie que vous aurez trouvé dans la presse, sur Internet, etc. Alors, il y a toutes sortes c'est facile, vous cherchez en français ou en anglais à partir d'analogies, vous en trouverez des dizaines. Mais il y a des champs dans lesquels il y en a plus que d'autres. Par exemple, il y en a beaucoup dans le champ politique, il y en a plus spécifiquement, il y a beaucoup d'analogies dans le domaine des, comment on appelle ça, les pro-life, tout ça, les gens qui sont contre l'avortement, etc., qui essayent de trouver des analogies frappantes pour montrer que c'est pas bien de pratiquer l'avortement. Il y a aussi toutes sortes de... dans le domaine de la publicité, du commerce, du marketing, etc., vous pouvez aussi trouver... Bref, donc, ce que je souhaiterais, c'est que vous nourrissiez la réflexion qu'on va mener autour du problème de l'argumentation par analogie, par des exemples que vous allez trouver vous-même. Donc, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui feront un exposé feront un exposé bref, d'une quinzaine de minutes, à partir duquel on discutera. Soit donc vous aurez à faire un exposé, soit à rendre un travail écrit à la fin du semestre sur le même sujet. Les étudiants qui font un mémoire sous ma direction auront eux à faire un exposé, puisque en général le mémoire est un peu lié quand même à la problématique, soit de l'analogie, soit de la linguistique théorique dans un sens très vaste. Eux feront plutôt un exposé à partir de leur mémoire, et de préférence plutôt vers la fin du semestre parce qu'il faut le temps quand même d'avancer. Donc on fera d'abord les travaux sur l'analogie, sur le raisonnement par analogie, et ensuite le mémoire. Je précise que mais ça j'en ai déjà parlé à tous, que vous avez
en master, vous devez tous, en master 1 ou en master 2, écrire un mémoire d'une centaine de pages, enfin 80, entre 60 et 100 pages, peu importe, et produire des petits travaux qui correspondent au séminaire, au cours, etc. etc. Hein. Donc, il y aura ce travail sera à rendre à la fin du semestre pour l'évaluation du premier semestre, parce que certains d'entre vous ne vont pas suivre le séminaire au deuxième semestre, je suppose. Hein. Je pense que c'est semestriel. Certains vont suivre toute l'année. Si vous pouvez suivre toute l'année, c'est mieux. Alors, au deuxième semestre, il y aura beaucoup de conférenciers invités. Il y en aura peut-être aussi au premier semestre cette année. Donc, en général, j'essaie de faire en sorte que ce séminaire soit aussi une façon pour vous d'être un peu informé de l'actualité de la recherche en linguistique dans les domaines, disons, qui sont les miens. Voilà. Alors, est-ce que vous avez maintenant, donc, que j'ai fini d'expliquer ce que je devais expliquer, est-ce que vous avez des questions portant soit sur le contenu de ce que j'ai expliqué, soit sur des choses matérielles, voilà. Oui? Est-ce que la pensée par contraste, ça peut être considéré comme une forme d'analogie, ou est-ce qu'au contraire c'est l'inverse de l'analogie? Alors, le contraste, ça suppose... Ça suppose quand même... Oui, un contraste, c'est par rapport à une ressemblance. Enfin, vous voyez, si on contraste quelque chose, on va chercher le contraire, c'est sur la base d'une similarité. On reverra un peu cette question autour du problème de la différence, parce qu'il y a quand même toute une théorie, disons, saussurienne, post-saussurienne, fondée sur l'idée que les entités linguistiques sont différentielles. Hein. Mais la différence, elle n'est possible que dans le cadre d'une certaine similarité. Hein. Il faut, pour faire la différence entre... je sais pas moi, on va travailler, vous connaissez l'exemple bien connu de l'analyse en SEM des mots... des lexèmes correspondant au siège. Hein. Chaise, tabouret, fauteuil, etc., canapé. Hein. Vous avez sûrement déjà vu ça. Bien. Donc là, on va mettre des traits différentiels, par exemple, entre chaise et tabouret, pour dire, bon, tabouret, il n'y a pas le trait dossier. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Mais au fond, tous ces sièges, ils sont dans une catégorie fondée sur une similarité, qui est là une similarité fonctionnelle, qui est que ça sert à s'asseoir. Donc, la différence, elle est vue à l'intérieur, quand même, d'une similarité, qui est la similarité d'une catégorie. Alors bon, la différence fait partie de la similarité. Ouais. En fait, il y a un lien... mais je vous expliquerai ça la semaine prochaine, pardon. Il y a la similarité, c'est un moment, en fait. C'est tout le temps qu'il y a entre l'identité et la différence. Au fond, la similarité, elle est soit... elle apparaît à partir du moment où de l'identique se sépare, hein, et donc où deux choses qui étaient identiques deviennent similaires, ou alors quand des choses perçues comme complètement différentes finissent par être non pas dans des horizons complètement différents, mais... Donc, pour en revenir à l'exemple de la chaise, le principe différentiel, il vaut pour comparer une chaise, un tabouret, etc., mais vous n'allez pas comparer une chaise à, je sais pas, un mammouth. Il faut rester dans un espace de similarité pour pouvoir faire fonctionner le système différentiel. Hein. Donc les contrastes, ils prennent de la signification dans le cadre, dans un cadre déjà construit par de la similarité. Bon, mais ça me paraît assez dialectique comme histoire. Hein. Je pense qu'on pourrait peut-être renverser le raisonnement. En tout cas, les deux choses sont très liées, c'est vrai. Oui ?
par analogie, est-ce qu'on peut dire que l'analogie, le raisonnement par analogie, c'est une sorte de ressemblance-différence, une ressemblance, enfin des ressemblances, sans que ce soit identique. C'est-à-dire entre la différence Oui, bien sûr. ressemblance, après, ça ressemble, ça vous va, mais ne sont pas identiques. Mais il y a une fonction commune, à savoir les deux objets servent. Voilà. C'est tout un jeu, effectivement, entre une identité qui n'en est pas une. Voilà. C'est-à-dire que... Et après, on a toutes sortes de grains d'analyse possibles. Bon, un livre est identique à un autre si vous cherchez un livre pour caler un meuble, pour le coincer sous un meuble. Que vous mettiez un Sartre ou un Camus, c'est pareil. Mais si vous avez la perspective de lire un livre, bah, évidemment, là, il va y avoir un trait différentiel il va y avoir une différence importante par rapport à votre objectif, etc. etc. Hein, donc, les catégories, si on prend l'analogie sous l'angle de la catégorisation, les catégories et les processus de catégorisation dépendent crucialement de la perspective, du point de vue dans lequel vous vous situez, évidemment. Et par rapport à votre exemple tout à l'heure, un de vos auteurs, pas sans dire, je ne m'appelle pas très bien, on considère, on croit que c'est l'analogie, en fait, le raisonnement par analogie, tout ce qui est l'analogie, c'est presque c'est la base, c'est le centre, et tout ce qui est, parce qu'on fonctionne 90%, enfin tout dans la vie, on fait beaucoup d'analogies. Cela me fait penser à une querelle très connue, très connue, les querelles, en ce qui concerne par exemple la poésie comme genre littéraire. Est-ce que c'est une déviation par rapport à la norme, ou c'est le contraire, tout est poétique et puis après la langue, enfin, est-ce que ça rentre à peu près dans cette querelle à peu près? Parce que de la poésie, il y a une particularité du théâtre par rapport à la langue, par rapport à la prose, par rapport à la. Vous voulez dire en tant que genre? En tant que genre marqué, par exemple, par rapport à... La poésie, par exemple, oui. c'est pas de la langue toute seule, c'est pas de la langue toute seule, parce qu'il y a autre chose, une particularité, à savoir, le langage politique, c'est pas le langage romanesque. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que la poésie, c'est une déviation, c'est plus que la norme, parce que j'utilise analogie, figure de style, ou ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est l'analogie qui est vraiment le noyau, quoi. Après tout ce qui le reste, c'est périphérique. Alors, ce qui va se passer, c'est que bon, je ne suis pas sûr de bien comprendre le fond de la question, mais en gros, ce que je dirais par rapport à la question de la poésie, c'est que il va y avoir des phénomènes d'iconicité beaucoup plus importants dans le cadre du texte poétique que dans d'autres types de textes. Hein. Des phénomènes d'iconicité au sens vraiment de l'iconicité d'image, c'est-à-dire des ressemblances signifiant-signifiées du type rime, enfin bref, toutes sortes de jeux sur les sonorités qui vont faire des rapprochements entre les significations, etc. Donc des phénomènes de rythme, enfin bref, donc une iconicité beaucoup plus grande que dans d'autres types de textes. Mais par ailleurs, la poésie en tant que genre, mais c'est une grosse catégorie, c'est une classe analogique aussi, c'est-à-dire que un genre est une catégorie et procède d'une catégorisation. C'est-à-dire qu'on met dans un même genre, on perçoit un texte comme étant, on perçoit un texte comme étant dans un certain genre. D'accord ? Et ce genre dans lequel on perçoit le texte, c'est une catégorie. C'est une catégorie au sens analogique du terme. Hein. C'est-à-dire que tous les textes que vous allez mettre dans la catégorie poésie vont avoir un certain nombre de propriétés. Et c'est là que, par exemple, vont se poser des problèmes avec, je ne sais pas, par exemple, certaines formes très provocantes, si vous voulez, de la poésie, genre la poésie bruitiste, etc., où vous allez avoir des gens qui vont vous dire mais c'est pas de la poésie. Hein.
Pourquoi? Parce que la catégorie, elle est définie d'une certaine façon, et il peut y avoir des conflits de catégories. Hein, dans les disciplines, c'est comme ça. Ça, c'est pas de la linguistique, ça, c'est pas de la... etc., etc. Moi, j'ai une question sur la création de l'analogie en elle-même et les critères de sélection du deuxième domaine. Par exemple, quand il y a un domaine qu'on veut expliquer, est-ce qu'il y a des analogies, j'ai envie de dire presque prototypiques, un peu justement des catégorisations. En fait, dans les domaines, il peut y avoir des choses en commun, donc ça dépend des catégories. Et est-ce qu'il y a un sous-domaine ou des sous-domaines qui sont un peu les prototypes de ces catégories et qui sont utilisés très fréquemment dans la construction d'analogies en fait? D'une manière générale, on utilise comme source d'analogie ce qui est plus concret, ce qui est plus familier, ce qui est le plus courant. Hein. Donc il y a peu de chances que vous utilisiez je sais pas, justement la structure de l'atome comme base pour expliquer autre chose qui serait moins complexe, parce que ça n'aurait pas de sens. Hein, vous voyez, en général, on part toujours des choses quand même plus concrètes, connues, maîtrisées. Mais alors, de là à dire qu'il y aurait pour un domaine donné des sources d'analogie, disons, plus prototypiques que d'autres, ça, je ne sais pas. En tout cas, on peut le remarquer, par exemple, dans la pédagogie. Vous voyez, dans la pédagogie, il y a des analogies qu'on ressort tout le temps. J'aurais pu, au lieu de vous donner le coup du cœur avec la pompe, vous donner l'analogie entre l'électricité et la rivière, enfin le courant, le courant d'une rivière et puis le courant électrique, hein, qui est aussi utilisé fréquemment en pédagogie. Donc, vous voyez, par exemple, on ne va pas utiliser je sais pas moi, le courant, l'air qui circule dans des pièces, l'air qui peut circuler dans des tuyaux. Il subit le même genre de problème, si vous voulez, physique, que subit de l'eau dans une rivière. Mais, comme l'eau, c'est beaucoup plus concret, etc., pour expliquer l'électricité, on va plutôt prendre comme source l'eau que l'air. Hein. Donc, voilà, la réponse que je ferai à cette question, c'est ça, c'est qu'on va de préférence chercher des sources d'analogie dans le concret. Alors, quand on est du côté de, disons, au sens très large de la pédagogie ou de la vulgarisation, de comprendre, essayer de partir de choses simples pour comprendre des choses compliquées. Mais dans l'autre sens, lorsqu'on est un créateur, un inventeur, lorsqu'on est un poète, un artiste, on va plutôt aller chercher justement des analogies inattendues et des choses... Oui. Parce qu'on crée du nouveau à ce moment-là. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Je reste ici pour vous recevoir individuellement. Donc, vous pouvez soit attendre là, soit aller boire un café et revenir.